Eh bien, tout d'abord, je ne saurais vous remercier de cet accueil que je m'invite à exaucer sur le champ de ma propre initiative, de mon propre chef. C'est moi-même qui m'invite. Voilà que je squatte moi-même YouTube, qui est en fait un espace fait pour être squatté, mais un espace pour être seulement squatté qu'à la condition qu'il y demeure ou qu'il y règne, je dirais, une volonté, je dirais, de partage de ces informations dans un but éthique et dans le respect des déontologies en vigueur. Ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, je vois qu'il y a maintenant des pratiques du yoga, il y a de ces pratiques du yoga une ampleur telle dans notre société que cela touche à, à une période de la vie d'un parent et à la périnatalité ou prénatalité, enfin, je ne sais jamais quel est le bon terme dans cette affaire. Euh, je connais une psychologue qui travaille dans la périnatalité, prénatalité, enfin on peut en trouver, mais bon, je l'ai vu de près, on va dire. Bon, mais euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, on le voit, la psychanalyse freudienne a plutôt mauvaise presse. Je ne dirais pas quel média est un peu, comment dirais-je, est un peu agressif à son égard. Enfin, d'ailleurs, que vise-t-il exactement? Le cite-t-il lui-même? Freud et Lacan, c'est pas tout. Il y a aussi question des praticiens, de la pratique. Et puis d'abord, ont-ils tout compris de Freud et Lacan? D'ailleurs, celui qui a écrit ou celle qui a écrit sur eux en tant que détracteur, participant par là même au livre noir, a-t-il tout compris de Freud et tout de Lacan? Je le répéterai encore jamais assez, on ne peut jamais tout comprendre de Freud et de Lacan, ce n'est pas possible. On ne peut pas lire Freud et Lacan en entier, ce n'est pas possible. Si on le lit, c'est qu'on n'a pas tout lu. Quand on lit quelque chose, c'est que effectivement cela puisse être entendu, si je puis dire, et pour ne pas dire écouté. Je pense qu'il n'y a pas toute la vérité, il n'y a pas d'un discours qui ne serait que du semblant. Inversement. En ce sens, eh bien, vous pourrez mettre autant de semblants dans une société qu'il y aura toujours un espace pour le sujet, celui-là même qui se démarque de, de sa chosification. C'est bien là le processus dont je parle. Toutes ces psychopathologies spécialisées, segmentées, ajoutées, agrégées par des psychologues qui ont la bougeotte depuis longtemps, depuis très longtemps d'ailleurs. En fait, Internet récupère ces informations, ces données, et ce n'est plus comme en 1997 ou 99. On peut dire que maintenant, l'annexe Georges Hier eh bien, n'a plus la même position épistémologiquement dans le savoir avant Internet par rapport à ce qui est de nos jours pendant Internet. Et donc le savoir, c'est bien cela qui est intéressant, c'est que euh, on m'a déjà dit que je savais beaucoup de choses. Je l'ai entendu. Bon, mais je sais peut-être beaucoup de choses, mais j'écoute beaucoup de choses. Et si j'écoute beaucoup de choses,
je ne vais pas être trop long sur cet enregistrement, c'est bien parce que je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt m'a dit que Internet avait joué un rôle fondamental dans la transformation constructiviste, pourrait-on dire, pour faire un peu ampoulé, un peu trop flamboyant dans le gothique, mais oui, voilà, c'est-à-dire effectivement, il y avait une sorte de bousculade comme ça dans Internet, une sorte d'avalanche, on va appeler ça un océan d'Internet, dans lequel il y a tellement de ce grand autre, de ce que j'appelle un pseudo-savoir, c'est-à-dire en fait un savoir qui s'adresse à la masse, et la masse qui s'adresse à cette masse-là rétroactivement d'Internet. La masse physique des internautes qui s'adresse à cette masse virtuelle, cette cybermasse. Ainsi donc, il y a ce renvoi de masse à masse et on est amassé dans ce chaudron d'informations, de formulations, j'ai envie de dire plutôt exactement. Parce que l'information découle de la formulation, qui elle-même découle de la rhétorique et qui elle-même, j'ai envie de dire, découle de la jouissance. Et donc, pas étonnant que quelques creepypasta demeurent dans cet univers. Alors, qu'est-ce que le creepypasta? C'est ces, ces entités humanoïdes, ces entités bochiennes, hirsutes, issues de Jérôme Bosch, pourrait-on dire de manière discontinue et indirectement, qui peuplent les creepypasta par leur déchirure, leur dissemblance à la norme, qui peuplent donc ce grand autre en y circulant dedans. On peut s'interroger pourquoi est-ce que, quelle serait la réaction justement d'un adolescent, puisque ce psychologue s'intéresse aux adolescents et aux jeunes enfants, comme il y en a plein d'autres psychologues comme elle parmi d'autres, ou lui parmi d'autres, ce psychologue qui s'intéresse à ces adolescents, à ces enfants, eh bien, il faudrait peut-être qu'il s'interroge sur la présence de ces creepypastas. Là encore, là, je vous ai mis une photo libre de droit, donc ce sont des creepypastas erronés, si vous voulez, biaisés, puisque ce sont des simplifications, ce ne sont pas des vrais creepypastas. Évidemment, je n'en aurais pas euh, l'usage, je veux dire, cela aurait été anti-correct, si je puis me permettre. Donc, effectivement, eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque voit un adolescent de 15 ans, par exemple, tous ces instituts, ces lieux, cette planche à langue permanente, ces textes, ces synopsis, ces résumés que font tous ces psychologues par-ci, par-là, de leur spécialité. Je ne comprends pas comment un adolescent de 15 ans peut-il se repérer dans cet univers, ce grand autre, cette mélasse de formulations, toutes plus rhétoriques les unes que les autres, afin de constituer une démarcation individuelle. Je ne comprends pas comment un adolescent de 15 ans ou pas 15 ans peut-il se repérer, trouver quelque chose qui puisse euh, s'adresser à lui directement. Il est évident que lorsqu'il a affaire à un psychologue, il s'adresse à lui. Mais, dans notre époque, eh bien, lorsque ces mêmes psychologues écrivent énormément, ou plus ou moins, ou même très peu, il suffit de un paragraphe ou deux d'ailleurs, sur Internet, eh bien, c'est autant que la pratique de la psychothérapie est entremêlée à la pratique d'Internet, si vous voulez. Pour aller à la pêche au gros, pour aller à la pêche au psychologue ou au psychiatre, eh bien, il faut pour cela que le sujet devienne une sorte de demandeur par Internet, et donc Internet non seulement va en fait donner les coordonnées du thérapeute, et les coordonnées vont être ensuite euh, celles auxquelles va se référer le demandeur, le patient, ou la clientèle, dirait-on plus chiquement.
Donc, de manière plus chic. Donc, c'est vrai que, eh bien, en fait, la vérité dans cette affaire, c'est que euh, il y a ce mur d'Internet qui est en audience publique dans certains cas, la plupart du temps, qui va noyer le, le sujet dans une, comment dire, dans une sorte de chaudron où la rhétorique est reine, finalement, si vous voulez. C'est que l'écrit va être un écrit constitutif, constituant de la communication. C'est que la communication va devenir l'instrument d'une accroche, de l'appât, pour attirer, pour en tout cas, non pas attirer, mais en tout cas euh, interpeller le sujet. Et donc, effectivement, j'ai envie de dire que, eh bien, interpellé serait-il, aussi interpellé serait-il, n'en demeure pas moins que cette façon de faire euh, va s'articuler sur cette rhétorique, ce droit, si je puis dire, à la provocation, là où la communication, comme je le dis, va donner les coordonnées du psychothérapeute autant qu'elle puisse le faire. Et pour cela, je dois dire une chose, c'est que il me semble que ce qui constitue le trou même de, de l'indicible, eh bien, peut être atteint, on peut tourner de plus en plus près, comme un peu dans la courbe de Fermat, parce que la courbe tangente eh bien, se, se déforme d'une certaine façon, et que l'on a la courbe de Fermat en mathématiques, j'ai l'impression que nous tournons autour d'un noyau qui est l'indicible, ce qu'on appelait à l'époque de Jacques Lacan l'objet A, et effectivement, c'est indicible, ce n'est pas forcément une béance, c'est aussi ce qui est difficile à dire, et il est clair que, eh bien, vous voyez par vous-même que la rhétorique à notre époque est reine, comme le sont les rois des rois, tels que dans la Bible au chapitre 20, et bien, dans le Nouveau Testament, vous entendez bien cela, et que le commerce, l'activité commerciale n'a jamais été aussi florissante, à défaut que l'État, lui, par contre, rame et chavire un peu de temps en temps dans des mélasses, et c'est vrai que effectivement la jouissance pour cela derrière la rhétorique euh, est une, je veux dire, est un niveau, est un étage causal. C'est parce qu'il y a une jouissance qu'il y a de la rhétorique. Et c'est parce qu'il y a de la rhétorique qu'il y a de la jouissance, si vous voulez. C'est presque un peu l'idée d'un serpent qui se mord la queue d'ailleurs. Plus l'érection du serpent est importante, plus le serpent se mord la queue, si je puis dire. Donc c'est vrai que, effectivement, d'après moi, il est très compliqué pour un jeune de 15 ans ou pas, aux alentours de cela, de se repérer dans cet univers d'Internet, et même, je le dis, tout autant que pour des parents qui sont parents d'un tout petit bambin minuscule, je trouve que c'est compliqué d'aller s'articuler à ces savoirs, car ces savoirs sont disponibles autant que qu'on le veut sur Internet, autant de savoirs théoriques, d'informations dans des forums, de toutes sortes de forums. En fait, on pourrait facilement glisser dans une supposition qu'il y a trop de savoir sur Internet. Il n'y a jamais trop de savoir sur Internet, bien sûr que non. Il est clair que, bien au contraire, qu'à mesure que le savoir augmente, à mesure que le savoir du docteur Faust augmente, eh bien, la,
la présence, la promiscuité, la proximité de l'avancée du diable auprès de lui augmente, si je puis dire. Et il veut lui dire, je te propose une jeunesse pour conquérir moult et moult femmes que tu n'as pu conquérir suffisamment ou point du tout. Et voilà, et effectivement, on connaît la suite de ce qu'il en est cette pièce fantastique. Et effectivement, eh bien, le savoir est piégé, si je puis me permettre, par cet objet A, c'est-à-dire ce qui est indicible à dire, que personne apparemment ne dit suffisamment, c'est-à-dire qu'en est-il du savoir, si je puis me permettre. C'est là la question sur laquelle je vais m'arrêter sur cet enregistrement, mais finalement, nous oublions trop la question de ce qui est indicible par rapport à ce qui est tant déployé, tant écrit, tant manœuvré, comme je dis, par une rhétorique permanente qui, à mon sens, eh bien, chosifie d'une certaine façon tout sujet, puisqu'elle enterre par là même cette rhétorique de la communication, eh bien, ce qu'il en est me semble-t-il, d'une expression théâtrale, une expression artistiquement non close, une expression quasi inconsciente, subconsciente, une expression de colère, une expression de rire, une expression de joie qui, qui ne peut se faire spontanément, vraiment, dans la mesure où j'entends par là que cette expression, euh, elle est, elle est cernée de toutes parts par ce regard qui constitue une sorte de big data, cette structure informatique, ce léviathan numérique, informatique, euh, enchaussé dans notre société internationale, notre société mondiale, notre société globale, puisque effectivement, eh bien, euh, il ne peut y avoir, je dirais, je veux dire il est clair que le peintre Garouste, euh, donc, eh bien, ce peintre-là, Gérard Garouste, est ce qui incline la société en son sein, puisqu'il en fait partie, ce peintre, par ses œuvres, eh bien, en ce que ce travail de Garouste, notamment, si je prends cet exemple, incline en son sein la société dans une pente de la subjectivité. Et c'est bien ce que ces creepypasta tentent d'atteindre, mais par un fouet, j'ai envie de dire, rhétorique, il est là aussi une sorte de provocation. Mais finalement, les creepypasta, on les retrouve dans la peinture de Gérard Garouste et on les retrouve dans les peintures de Jérôme Bosch et de Bruegel, évidemment. C'est-à-dire que finalement, dans cette peinture de Garouste, eh bien, je ne parlerai pas de Barcello aussi, dans les années 2009, par là, on retrouve une subjectivité qui, à mon sens, est essentielle, puisqu'elle indique le droit à l'expression même théâtrale, tel que je l'ai dit, dans l'effervescence de l'émotion, du ressenti, de l'affect, et cette autorisation, si vous voulez, eh bien, devant cette question du savoir, eh bien, on peut dire que euh, il y a une subtilité qu'il faut repérer, c'est que eh bien, elle fait partie, cette expression même, d'une frontière, enfin, entre ce savoir qui est par rapport au savoir, dans la mesure où cette frontière, je la situe où, vous me direz? Eh bien, tout simplement, elle n'est pas que savoir, elle est aussi ce qu'il y a dans la communication non verbale,
de très important à ne surtout pas souiller ou diminuer, qui est justement cette part de très grande subjectivité que l'on retrouve chez Garouze, notamment dans l'exposition qui a lieu en ce moment, je ne dirai pas où, pour ne pas faire publicité, mais effectivement, eh bien, cette subjectivité-là est essentielle pour justement essayer de mettre un peu une sorte de, comment dirais-je, de frein, hein, à cette pulsation du discours de la science qui constitue même là une volonté de trouver toute explication, derrière toute explication. Et donc, il me semble que, effectivement, eh bien, la peinture subjectivement, très subjectivement rayonnante, mon dessin moi-même, mon dessin en tant que dessinateur aussi, de ces scènes de la rue, eh bien, en tant que portrait robot, eh bien, sont immanquables, si je puis me permettre, et je dirais même immuables. Elles ne peuvent pas être destituées d'une position. Je vous remercie beaucoup.